Alors, je suis Cécile Escape, directrice générale d'Universal, et je vous reçois dans ce moment à lancer. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Je passe la parole à Florence, qui représente Doc Finance et donc avec qui nous avons conçu ce moment. Bonjour à tous, bienvenue sur ce live. Oui, effectivement, nous, aujourd'hui, on est là pour vous aider, vous donner des conseils, pour préparer, du coup, vos candidatures, vos prochaines expériences. Moi, pour faire un petit, récap, je suis Doc Finance, donc je représente le premier réseau social spécialisé en finance. Donc voilà, avec Cécile, on va, vous donner des conseils, et aussi avec nos intervenants tout au long, de ce live. Alors, comme première intervenante, nous avons aujourd'hui Canto Garivier, que nous connaissons comme étudiante depuis l'année dernière, puisqu'elle a travaillé avec nous sur nos événements. Elle nous a aidé aussi à les améliorer, à mieux comprendre les attentes des étudiants. Et c'est une étudiante qui est très investie dans cette démarche et qui est elle-même en master actuellement à Dauphine, au master 222, qui a fait plusieurs choix qu'elle va vous partager. Donc, je te laisse te présenter un petit peu mieux, Canto. Oui, donc bonjour à tous, donc je m'appelle Canto et je suis actuellement en Master 2 Finance spécialisée dans la gestion d'actifs à l'Université Paris-Dauphine. En alternance, j'effectue mon alternance en tant qu'analyste risque de crédit chez BNP Paribas Cardiff, donc la filiale assurance de BNP Paribas. Et donc, j'ai rejoint ce Master Finance après une double licence en mathématiques, économie et gestion à Paris-Saclay. Donc voilà à peu près mon parcours. Merci. Du coup, moi, je vais vous présenter Alfonso Lopez de Castro, le président de Financia Business School. Alfonso, je te laisse te présenter aussi. Merci beaucoup. Donc, déjà, bienvenue à tous. Et donc, je suis le président de Financia Business School, qui est une école totalement dédiée, je dirais, au métier de la finance et dans lequel on privilégie, entre autres, l'alternance, même si certains le font en stage. Très bien. Parfait. Alors, nous allons, aujourd'hui, l'idée, c'est pour ça qu'on est sur ce mode-là d'échange, c'est d'être de plus aussi dans une discussion et d'être au plus proche de vos besoins. Donc, on remercie tous ceux d'entre vous qui, lors de l'inscription, ont partagé leurs attentes et leurs questions parce que on s'est basé là-dessus pour choisir la trame de la petite heure que nous allons passer ensemble. Donc, on va parler de 6 points. Donc, on va échanger autour de 6 questions et autour de chacune des questions, les intervenants vont pouvoir vous partager leur expérience et leurs conseils. Donc, on va parler de comment est-ce que justement on se projette dans une candidature, comment on fait son choix de master, mais aussi comment est-ce qu'on compare l'alternance avec le stage et comment se poser les bonnes questions par rapport à tout ça. Et puis, bien sûr, des conseils sur les candidatures, les entretiens. On va essayer rapidement d'aller à l'essentiel. Ne pas lire. C'est qui dit ça? C'est lui. Alpha. Alors, si vous pouvez couper vos micros, ouverts, ça nous permet de mieux nous entendre. Merci beaucoup. Intéressez vos camarades. Donc, je passe la parole à Camille qui va vous donner quelques recommandations pratiques sur le suivi afin que vous puissiez savoir comment vous-même intervenir. Je vous ai parlé. Si vous pouvez, alors, excusez-moi, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît, Christelle? Oui, Christelle. Voici un exemple d'un type qui a dû valoriser une société. Christelle, vous nous entendez? 17 milliards. Alors, attendez. Ce type, c'est un commissaire à la fusion. Vous pouvez lui écrire un petit mot et c'est super. Ouais. Merci. Donc oui, si jamais pendant ce live, pendant les questions auxquelles Alfonso, Canto vont répondre, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire un message directement sur le live et à la fin de chaque question, dans tous les cas, il y aura un petit moment de questions-réponses où vous pourrez interagir en direct. Voilà, donc n'hésitez pas, vos cas particuliers, vos questions personnelles,
ne sont pas du tout un problème. Au contraire, ça peut nous amener justement à faire des remarques qui vaudront pour tout le monde, qui seront utiles pour tout le monde. Donc, n'hésitez surtout pas à partager ces interrogations, même si elles vous sont très propres et relatives à des situations particulières. Pour cela, comme vous a dit Caroline, vous avez le chat où vous pouvez aussi directement, à la fin de chaque question, on vous invitera à prendre la parole si certains d'entre vous veulent la prendre. Vous pourrez le faire et donc vous aurez un petit moment pour cela. Plutôt que de laisser toutes les questions-réponses tout à la fin, on a choisi ce rythme-là qui nous permet beaucoup plus d'interaction et voilà, et de dynamique. D'accord? Alors, on va commencer par la première question et cette question, elle porte sur le choix de son master. On a eu des questions dans ce sens. Comment est-ce qu'on peut bien choisir son master et notamment son master en finance? Donc, je vais vous faire quelques petites recommandations avant de passer ensuite la parole à Alfonso, qui va pouvoir vous éclairer puisque dans son école, on couvre une large palette de spécialités de la finance, mais aussi de domaines connexes à la finance. Et c'est aussi intéressant de comprendre les connexions qu'il peut y avoir et auxquelles vous ne pensez pas forcément vous-même. Alors moi, on va essayer d'être synthétique et d'être concret, d'être factuel. Le premier conseil que je vous donnerai, c'est de ne pas vous précipiter, et en même temps, cela veut dire, ah bah non, on n'attend pas, ça ne veut pas dire on attend que ça tombe. Au contraire, ça veut dire se mettre dans une démarche active, mais sans forcément trancher trop tôt sur un choix final de candidature. Pourquoi? Parce que ce qui va être la clé du succès, c'est de faire des candidatures auxquelles vous aurez vraiment réfléchi, en vous projetant, donc deuxième point important, dans votre projet professionnel. Il faut connecter, c'est la deuxième remarque importante, connecter votre candidature et vos choix de master à votre projet professionnel, ce qui implique donc d'y réfléchir beaucoup mieux, d'interroger des professionnels, d'analyser les programmes, de les comparer, de comprendre ce que tel ou tel programme pourrait vous apporter par rapport à ce que vous avez déjà. Donc, cette connexion au projet professionnel. Et souvent, en finance, le projet professionnel, il n'est pas assez poussé. Et c'est un élément qui vous bloque souvent en tout cas, qui limite vos chances de candidature parce que vous n'êtes pas allé assez loin. Vous avez un projet qui reste trop superficiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'attend pas de vous que vous ayez un plan de carrière. On attend de vous que vous soyez vraiment renseigné sur les métiers de la finance, sur ce que peut donner une carrière quand on se forme à telle ou telle chose, que vous ayez des exemples à donner pour prouver que vous avez vraiment été dans une démarche de projection dans le réel et pas dans un fantasme autour d'une fonction. Et ça change beaucoup la donne. Ça vous permettra de mieux viser de bon master, mais aussi d'être beaucoup plus convaincant. Et ma troisième recommandation, c'est d'avoir une stratégie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être candidat au master comme ça, au petit bonheur, la chance. Ah tiens, je suis passé devant un stand, ou ah tiens, ma voisine ou mon copain, il est candidat à ça ou ça, ben, je vais y aller aussi. Non, il faut que ça rentre dans un plan. Donc j'ai fait justement un atelier dans un événement Doc Finance là-dessus, on pourra vous partager le lien. Un plan, ça veut dire avoir des objectifs, déjà des objectifs qui vont dans une direction que vous vous êtes donné ou éventuellement dans plusieurs, et d'avoir des objectifs difficiles à atteindre, d'autres un peu plus atteignables, et puis des plans B aussi, et déclencher vraiment ce plan d'action d'une manière très réfléchie, très structurée. Ne pas donc laisser vos candidatures au hasard. Je passe la parole à Alfonso pour vous partager toutes ces recommandations sur les candidatures en master et le choix du master pour lesquels on va candidater. Alors, effectivement, c'est un vaste sujet parce que la finance est assez large. Donc, c'est vrai que chez Financial Business School, on a énormément de spécialités, puisqu'on a la finance de marché, la finance d'entreprise, la gestion de patrimoine, l'immobilier. L'immobilier, je dirais, du monde de la finance. Entre autres, on a la conformité, le risque. Bref, les options sont assez larges. Et donc, effectivement, dans chaque métier, il y a un peu des pratiques, je dirais, qui sont différentes. Et encore, j'ai pris des grandes familles en parlant de la finance de marché, la finance d'entreprise, en sachant que dans ces mêmes programmes-là, il y a des spécificités aussi. Quand on est, par exemple, analyste financier, ce n'est pas la même chose d'être dans une société d'asset management qui va gérer des sociétés cotées. Ce n'est pas la même chose que d'être, par exemple, dans un private equity dans lequel on va travailler des sociétés qui sont gérées de nos côtés. Et toutes ces sociétés-là,
dans lequel accueille énormément de jeunes qui font des masters en finance, ont des spécificités, je dirais, qui sont très... Pour vous donner une idée, et pour rejoindre, Cécile, ce que tu disais, c'est que ce qu'il faut déjà, c'est tout d'abord savoir vers quel métier on a envie de se diriger. En sachant qu'en finance, ce n'est pas toujours évident parce que la même dénomination d'un métier peut changer d'une entreprise à l'autre. Voilà. En fonction du travail qu'elle fait, des fois, la même dénomination n'est pas exactement le même travail. Et ça, c'est très important de le maîtriser puisque lorsqu'on fait un entretien, si on ne connaît pas le métier de manière très précise, ça va être très compliqué. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, connaître le métier, mais aussi énormément se renseigner sur l'entreprise sur laquelle on candidate. Un exemple, entre par exemple la BNP et la Société Générale, il y a des différences malgré que ce soit toutes les deux grandes banques, je dirais, internationales. Et donc, il faut essayer de connaître comment ça se passe dans ces services. Donc, naturellement, nous, on invite nos étudiants à utiliser énormément LinkedIn, puisque c'est un peu le premier CV, je dirais, numérique, mais aussi à pouvoir faire des relations, avoir des questions. On invite aussi nos candidats à contacter nos alumni qui sont passés par ces entreprises afin de pouvoir avoir une description, je dirais, du poste ou de l'entreprise ou qu'est-ce qu'on attend, je dirais, un peu du jeune. Voilà. Donc, pardon. La première connaissance, voilà, c'est essayer de savoir se diriger et de se dire quel poste je veux avoir, avant même de pouvoir candidater. Alors, candidater à une alternance ou un stage, ou même candidater à un programme, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper dans cette orientation. Et donc, finalement, c'est un point global. Il faut le bon master avec le bon poste et je dirais et la bonne entreprise. C'est ça qui fait, je dirais, à la fin le succès lorsqu'il y a une cohérence forte sur ces volets. Pour choisir correctement son master, naturellement, aujourd'hui, c'est vrai que toutes les universités, toutes les écoles ont des sites internet qui sont excessivement bien réussis. Moi, ce que je vous invite réellement à aller aux journées portes ouvertes, aux soirées portes ouvertes, à se déplacer, à rencontrer entre autres les professeurs, parce que les étudiants vont passer un certain nombre de temps. Et puis surtout, on parlait entre autres de réseau pour trouver son stage ou son alternance. Et il est vrai que le premier réseau qu'on peut avoir de manière naturelle sont les professeurs. Voilà. En tout cas, chez Financia, on a énormément de professeurs qui sont opérationnels en ce moment, qui travaillent, non pas qui l'ont été, mais leur première activité est d'être des professionnels. Et donc, c'est vrai que ça fait déjà, vous pouvez, entre autres, sur LinkedIn, facilement remplir, je dirais, les bonnes cases, entre autres, et vous intéresser à travers ces professeurs qui sont des professionnels afin d'avoir, entre autres, un premier pied, non pas automatiquement pour le décrocher, mais déjà pour savoir s'orienter correctement. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes qui ont du mal à trouver des stages ou des alternances, je pense que c'est dû à soit une méconnaissance du métier, soit une mauvaise orientation du métier, parce qu'on est dans la finance, dans un secteur où il y a un renouvellement, je dirais un peu la pyramide des âges, et on cherche des jeunes qui savent, entre autres, par exemple, programmer, qui ont des facilités avec toute la partie digitale, entre autres. Et donc, il y a vraiment une forte demande sur le secteur de la finance au sens large des métiers qui évoluent aussi. Et donc, voilà, vraiment le conseil que je peux donner, c'est d'explorer, d'apprendre, vraiment de parler de métier en réalité. Et je pense que ça peut être vraiment la clé du succès pour trouver votre stage ou votre alternance. Merci Alfonso. Canto, des choses à partager sur ce point? Ce que je vais dire rejoint finalement ce que Cécile et Alfonso nous ont partagé au début. Selon moi, si je devrais rajouter certaines choses, afin de bien choisir son master, je dirais qu'il faudrait que
le master soit aligné à tes objectifs professionnels et également académiques. Est-ce que tu souhaites poursuivre en alternance? Est-ce que tu souhaites aller dans une université plutôt, ou dans une école de commerce ou autre? Donc, ce qui te permet de faire, dans un premier temps, une première sélection. Ensuite, en ce qui me concerne, j'ai opté pour une sélection aussi par réputation, entre guillemets, d'établissement, le classement du master, le programme qui l'apporte, etc. Donc, ce qui m'a permis de regarder les exigences d'admission finalement des masters et de m'assurer que moi, je pourrais potentiellement répondre aux critères nécessaires. Et enfin, comme troisième conseil, je dirais de regarder les perspectives donc, de carrière après le master, ce qu'ont fait les anciens étudiants de ce master après ce master en termes de métier. Est-ce qu'il y a des opportunités à l'étranger après le master? Est-ce que je peux faire un VIE ou un graduate programme? Enfin, est-ce que c'est commun de le faire après ce master? Et voilà, ce sont les seuls petits points, conseils que j'aimerais rajouter en plus de ceux de Cécile et Alfonso. Merci Canto. Et je rebondis sur une chose que tu disais, c'est qu'en effet, un étudiant, il cherche aussi souvent à mesurer ses chances de rentrer dans un programme. C'est vrai que c'est un élément qui ne doit pas être normalement le tout premier qui guide vos choix, parce que d'abord, c'est le projet et les métiers qui vous intéressent, mieux les connaître, ensuite voir quels sont les masters qui peuvent vous aider à atteindre ces métiers-là, et ensuite, là-dedans, voir comment j'établis ma stratégie en comprenant où est-ce que j'ai plus ou moins de chances de rentrer et qu'est-ce que je peux faire pour combler ces lacunes, pour maximiser mes chances. On a justement créé un outil il y a 2 ans qui est le fruit d'un gros travail chez Eduniversal. C'est un outil qui s'appelle Eduniversal Matching, auquel vous pouvez accéder très facilement et librement. Vous tapez Eduniversal Matching, vous allez tomber sur cet outil. Vous allez par exemple ainsi pouvoir tester votre capacité à matcher avec les attentes des masters puisque là on parle de master essentiellement, dans tel ou tel domaine. Donc par exemple, je veux voir si je match avec les attentes des critères des masters en compliance. Par exemple, c'est un domaine fort de compétences de Financia. Eh bien, je réponds au petit questionnaire, c'est très rapide. Et là, je vais avoir un retour grâce à un outil. Alors ça, c'est pas du tout de la magie, c'est parce qu'Eduniversal collecte de la data très pointue sur les attentes de chaque directeur de programme depuis des années, et sur aussi les profils qui rentrent dans ces programmes-là. Et c'est toute cette data qui permet de vous restituer un taux de match entre votre profil et les attentes précises de tel ou tel ou tel programme. Voilà, donc un outil complémentaire à utiliser. Je rebondis sur ce que disait Canto pour vous partager cela. Ok, super. Je peux passer à la prochaine question, Cécile? Oui, ou je ne sais pas si toi, tu avais des choses à rajouter sur ce point. Pour moi, ça avait été assez complet de la part de vous 3. Donc là, je n'avais pas plus d'éléments. Eh bien, parfait. On avance alors. Est-ce qu'il y a des questions importantes à ce stade du côté des étudiants? Oui, alors attends, je crois qu'il y a une question de la part de Jules. Mon projet professionnel est d'être un trader quantitatif. Je suis actuellement en master de recherche en statistiques et probabilité. Ah oui, mais il n'est pas en France. Ok. Mais du coup, est-ce que ça convient au poste sur lequel il souhaite accéder? De faire ce Il veut type faire du d'études? trading et il est en statistique, c'est ça? Ouais, du coup, son projet, ouais, il va être trader quantitatif et actuellement, il fait un master de recherche en statistiques et probabilité. Et du D'accord. coup, il vient de me demander quels sont les masters qui pourraient m'aider à atteindre cet objectif. Alors, moi, pour répondre rapidement, il faut qu'il regarde les masters qui sont classés dans le classement Eduniversal, donc dans la spécialité finance de marché. Alors là aussi, dans la finance de marché, Alfonso l'a souligné, on a des métiers très différents. La palette des métiers, elle tend même à se complexifier et à être de plus en plus technique et spécifique. Donc, il faudrait creuser encore davantage parce que dans les programmes qui sont classés dans la spécialité finance de marché, ils ne mènent tous pas,
ils ne mènent pas tous on va dire, ils ne donnent pas tous forcément les mêmes chances d'accéder vraiment à du trading si c'est ce que cette personne veut. Donc, il faut qu'ils regardent les programmes et qu'ils posent aussi la question programme par programme. Il ne faut pas hésiter à poser cette question en amont des candidatures et dire, ben voilà, quel est mon profil, qu'est-ce que vous en pensez, et échanger avec un directeur de programme. Ce n'est pas quelque chose qui est un souci. Alfonso va peut-être pouvoir rajouter quelque chose. Oui, alors là, ce qu'il y a, c'est qu'on a une question extrêmement précise. Voilà, le trading quantitatif, ce qu'il faut voir, c'est que en France, les embauches, on peut les compter sur les doigts d'une main. Donc, il n'y a pas, aujourd'hui, n'existe pas un master qui amènerait spécifiquement au trading quantitatif, c'est-à-dire que tout le programme ferait du trading quantitatif. Le nombre de places est tellement peu, je dirais, qu'il serait réparti en fait dans les principaux programmes de financement de marché qui sont connus pour retrouver sur le classement universal. Vous allez en avoir 1 ou 2 par programme, je dirais, qui vont sortir. Donc aujourd'hui, je dirais, il n'y a pas un master ultra spécialisé dans ce domaine parce que c'est une niche, je dirais, une niche de marché très spécifique. Donc, il faudra faire un programme finance de marché, voilà, assez large. Moi, après, ce que j'invite, et nous, ce qu'on constate, la tendance aujourd'hui qui est assez récente, en salle de marché, il y avait plutôt exclusivement des stages. Voilà, il y avait très, très peu d'alternance. C'est quelque chose qui est totalement en train d'évoluer parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on va prendre, surtout à des niveaux, comme on fait du quantitatif et autres, on veut que les gens ils aient une forte expérience, en fait, et pas réellement qu'ils viennent et qu'ils aient que la théorie. Alors, le stage, c'est vraiment très bien, mais c'est limité à 6 mois. Et c'est vrai que, en tout cas, pour moi, ce que je vois, les tendances des RH dans les grandes banques, puisque c'est plutôt là où sont ces postes-là, je dirais, elles vont de plus en plus, la tendance est sur de l'alternance. On connaît bien l'étudiant, ses équipes le connaissent bien, et donc s'il est bien, il est souvent embauché derrière. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est rare, en tout cas, il est compliqué de voir des étudiants qui viennent avec une forte expérience dans ce type de domaine. Voilà. Donc moi, ma recommandation, c'est un très bon programme en finance de marché. Voilà, vous les retrouvez dans le classement. Et mon petit autre conseil, c'est que moi, je les inviterais plutôt à le faire idéalement en alternance pour débaucher sur une offre de CDI. Ok. Merci. Du coup, ça nous a permis aussi de déjà rentrer dans la question 2. Parfait. Donc, la question 2 qu'on va poser désormais, c'est du coup, par rapport aux questions qui ont été posées, stage, alternance, comment est-ce qu'on peut comparer les deux? Quels sont les avantages, les inconvénients aussi? Et est-ce que Alfonso ou Kanto, vous pouvez nous partager votre expérience sur ce point? Kanto, je peux te laisser commencer. Comment est-ce que tu as fait ton choix de l'alternance? Donc, moi, déjà, après ma licence, je souhaitais absolument faire une alternance car je voulais déjà combiner théorie et réalité du terrain, on va dire. Donc, appliquer directement toute la théorie, tout ce que j'apprends à l'école, etc., sur le terrain. Je cherchais donc une expérience en continu. Donc, pour ma part, j'ai fait mes 2 années de master en alternance. Et pour être honnête, je cherchais aussi une rémunération continue. Donc, les avantages de choisir l'alternance, je dirais que c'est le fait d'être toute l'année, voire les 2 années pour ma part, en entreprise. Donc, j'ai un rythme 3 jours en entreprise, lundi, mardi, mercredi, et 2 jours à l'école. Donc, je peux vraiment suivre les activités de mon équipe sur le long terme. Je n'ai pas de mission donc dite spécifique, mais je suis une collaboratrice finalement à part entière parce que peut-être que vous me corrigerez après, mais souvent les entreprises, ils ont peut-être besoin de stagiaires pour répondre à des objectifs particuliers, des missions précises pour les aider dans une période particulière, etc. Et dans mon cas, je suis totalement sur tous les sujets de mon équipe. Je suis bien intégrée dans la vie quotidienne de mon équipe, etc.
Le deuxième avantage que j'aimerais vous partager, c'est la rémunération. Finalement, je perçois un salaire pendant toute la durée de mon alternance et par mois, sachant qu'en alternance, il ne faut pas oublier que nous sommes en contrat. Donc, même si nous sommes à l'école, nous sommes rémunérés sur nos jours d'école. Et concernant les inconvénients plutôt de l'alternance, vous en doutez sûrement, mais c'est le rythme. C'est vrai qu'il est assez intense parce qu'on doit combiner quand même vie professionnelle, vie personnelle, vie étudiante. Donc, ça nécessite énormément d'organisation parce qu'on a des obligations professionnelles, mais aussi académiques. On a des examens en parallèle d'aller en entreprise. Donc, c'est-à-dire que je vais en entreprise, le soir, je révise pour les prochains jours d'école. Mais bon, après, quand on veut, on peut, hein, j'aimerais dire, donc c'est totalement faisable pour tout le monde. Et le deuxième inconvénient pour l'alternance, concernant l'alternance, je dirais qu'on a moins de flexibilité, dans le sens où, pour ma part, je n'ai pas pu explorer différentes entreprises, différents métiers, différents postes, parce que c'est un contrat de 2 ans. Après, selon les masters, il y a des contrats d'1 an, mais moi, c'était un contrat de 2 ans, tandis que les stages, la plupart du temps, c'est 6 mois. Donc, si tu fais par exemple une année de césure, en 1 an, tu découvres 2 métiers différents si tu fais 2 stages de 6 mois. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant pour ce côté-là. Et moi, contrairement à moi, je suis sur un même poste avec des missions qui varient certes sur la durée, mais pendant mes 2 années d'apprentissage. Donc voilà, pour ma part, pour les avantages et les inconvénients d'être en alternance. Très bien, merci beaucoup. Et Alfonso, quel est votre regard sur cet aspect-là? Sur les inconvénients, sur l'alternance, je vais avoir un peu du mal parce que j'y vois beaucoup d'avantages. Mais aujourd'hui, vraiment, l'alternance, le nombre de contrats ne cesse d'exploser. Il y a de plus en plus de recrutement. Ça prend un peu de temps puisque beaucoup d'entreprises étaient habituées aux stagiaires. Néanmoins, c'est une forme de prévoir l'employabilité qui s'établit de plus en plus puisque aujourd'hui, la plupart des contrats sont des contrats de 2 ans. Et donc, si on a bien travaillé, on a souvent une offre d'emploi dans l'entreprise. Donc, c'est déjà quelque chose de très intéressant. Et lorsqu'on a une offre d'emploi, on est quand même beaucoup plus libre et beaucoup plus serein pour aller discuter avec d'autres entreprises et postuler à d'autres postes lorsqu'on a en main une offre, je dirais, une offre en CDI. Donc, il y a vraiment énormément d'avantages. Naturellement, celui de la rémunération qui est indéniable aujourd'hui, qui donne quand même une certaine liberté aux étudiants. Et puis, c'est bien de faire de longues études, mais c'est quand même très coûteux, tout le monde ne peut pas se permettre. Donc, c'est vrai que l'alternance met un peu tout le monde sur un même piédestal, gérer l'égalité des chances et l'inclusion, c'est important. Je crois que vous avez compris tous les avantages que ça apportait. Après, c'est vrai que sur les points, et je reprends ce qu'a dit Conto, c'est certain que l'alternance, c'est pour les gens qui sont motivés. Voilà. Pourquoi? Parce que déjà, il faut candidater à l'école, il faut passer les concours, il faut rentrer dans le programme. Ensuite, il faut passer les entretiens. Alors, des fois, on stresse un peu pour trouver son alternance. Des fois, on en a plusieurs, on stresse pour choisir la bonne. Donc, ça aussi, c'est un choix qui n'est pas évident. C'est un choix qui va durer normalement 2 ans, même si on peut imaginer c'est un contrat de travail, hein, donc on peut toujours le rompre. Mais en général, si tout se passe bien, on va jusqu'aux 2 ans. Et il y a ce fameux rythme de travail, c'est-à-dire que par rapport à des gens qui seront dans une filiale qu'on va appeler plutôt initiale et un stage, il ne faut pas du tout imaginer que parce que vous êtes en alternance, le rythme est plus faible. Bien au contraire, les gens sont très exigeants. Et donc, vous vous retrouvez avec un employeur qui est souvent très exigeant, puisque vous êtes jeune, donc pour voir si vous avez l'énergie. Des professeurs qui vous traitent exactement comme n'importe quelle école, je dirais, en initiale. Et donc, c'est un rythme soutenu. Néanmoins, c'est un grand acquis parce que lorsque vous arrivez en entreprise, certains peut-être vont trouver le rythme de l'entreprise un peu violent, mais lorsque vous êtes déjà, vous avez fait de l'alternance et en plus une entreprise, certains peut-être vont trouver le rythme de l'entreprise un peu violent, mais lorsque vous êtes déjà, vous avez fait de l'alternance et en plus une grande école, quand vous maîtrisez ça,
quand vous n'avez plus l'école, bon, je caricature un petit peu, mais vous avez presque l'impression d'être en vacances parce que vous avez passé tout le rythme, le stress, les examens, et autre chose. Et là, vous n'avez plus que votre travail réellement à vous appliquer. Donc, l'alternance, c'est quand même une super école. Faut être rigoureux. Voilà, mais bon, généralement, on le fait dans les masters, c'est les 2 dernières années d'études. Donc, elles sont quand même fondamentales. Mais il est certain que on ne peut pas comparer ça à un initial où on fait un stage. Ouais, c'est tout à fait un autre, un autre rythme, voilà, et qui peut s'adapter. Voilà, bien sûr. Je vais vous donner un petit exemple. Si vous faites, par exemple, dans les secteurs, vous voulez faire entre autres du M&A, par exemple, l'alternance, en fait, s'y prête peu, parce que dans le M&A, il faut être 24 sur 24, quasiment 7 jours sur 7, en réalité. Donc, il existe, mais je dirais peu de place. Néanmoins, dans la plupart, à part quelques exceptions comme le M&A, la plupart des jobs, et surtout entre autres en banque, sont excessivement, l'alternance est excessivement adaptée, parce qu'ils ont déjà dans leur convention collective pas mal de jours d'RTT, entre autres, et de congés. Donc, ils travaillent beaucoup, souvent, ils ont un statut cadre, hein, donc des forfaits. Mais ils ont aussi naturellement des journées de repos. Et beaucoup de nos alternants, souvent, lorsqu'ils partent à la fin, les gens ont oublié qu'ils ont alternants et ils les ont vraiment pris pour des gens salariés, entre autres en CDI. Donc, ça vous donne un petit peu l'image de l'implication réellement dans son poste et sans à aucun moment, je dirais, sans aucun moment délaisser cette exigence de rythme, je dirais, de l'alternance. De toute façon, on doit se l'appliquer en finance. Si on veut travailler dans la haute finance, lorsqu'on va arriver dans les entreprises, on va demander à un rythme très élevé. Si vous avez du mal déjà à assumer, je dirais, l'alternance et l'école, ça va peut-être être compliqué d'aller sur ce secteur. Merci. Très bien, mais c'est vrai qu'on voit, et tu le disais Alfonso, une évolution des pratiques et donc l'accès à l'alternance est possible dans de plus en plus de domaines, alors qu'il y a quelques années encore, l'alternance était vraiment cantonnée à certaines fonctions. Voilà, mis à part, du coup, tout ce qui est fusion-acquisition, c'est plus compliqué. Même la finance de marché s'ouvre à l'alternance, donc c'est vrai que c'est assez idéal. Je dirais que la première raison qui pourrait vous amener à aller vers le stage, ce serait que dans votre domaine, celui qui correspond vraiment à votre projet, il y a vraiment impossibilité de trouver une alternance. Mais à partir du moment où on est au stade du master, comme on l'a dit, eh bien l'alternance apporte beaucoup d'avantages. Je dirais que le stage est une manière un peu plus peut-être légère et intéressante de découvrir l'entreprise en début d'études, mais c'est vrai que si vous pouvez cibler l'alternance. Mais c'est intéressant, mais c'est quand même du coup un engagement fort, parce qu'il faut encore moins, on va dire, se tromper et apporter encore plus d'importance à votre choix, parce qu'à la fois vous êtes choisi par l'entreprise, mais vous aussi, vous devez bien réfléchir à où est-ce que vous postulez pour que ça matche bien et que ça soit dans la cohérence, comme on le soulignait au début, de la dynamique que vous voulez donner à votre projet. Alors, pour passer à la question suivante, pour être pris en alternance ou en stage, il faut postuler. Et donc, c'est la première, après cette réflexion autour de où est-ce que je veux aller et pourquoi, eh bien, il y a le passage à l'action. Voilà, on va se présenter. Et donc, on constate qu'il y a beaucoup d'étudiants qui, à ce stade-là, s'y prennent pas forcément bien. Comment identifier les offres qui peuvent me correspondre, comment bien comprendre une offre pour arriver à être convaincant. Et donc, Florence va vous partager quelques éléments sur ce sujet. Bien sûr, merci Cécile. Donc avant tout, quand vous postulez sur une offre, que ce soit un stage ou une alternance, il est très important de regarder en détail, du coup, les missions et le profil recherché. Donc, bien sûr, il faut s'assurer que dans les missions, on se sente capable de le faire. Est-ce que ça correspond à notre parcours? Est-ce qu'on a déjà vu certains éléments?
Bien sûr, on ne peut pas tenir compte de tout ça, hein, parce qu'on peut être quelqu'un de très motivé et apprendre sur le tas. C'est aussi le but du stage et de l'alternance. Mais regardez s'il y a aussi des similitudes par rapport à son parcours, par rapport à des expériences précédentes. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels il ne faut pas passer outre. Et ensuite, il y a toujours le profil recherché qui est très important. Si les recruteurs vous mettent énormément de renseignements sur le type d'études que vous faites, où est-ce que vous en êtes à peu près dans votre parcours, parce qu'il y en a qui recherchent des bac+3, il y en a qui recherchent des bac+4, +5. Ils spécifient aussi le type d'école, que ce soit une école d'ingénieur, de commerce, ou qu'ils aient fait des spécialisations dans les statistiques, par exemple, ou dans les mathématiques. Donc ça, c'est vraiment des éléments très importants. Et en plus de ça, ils vont mettre aussi un certain nombre de logiciels que vous pouvez maîtriser. Il y a aussi les langues qui sont intéressants. Il ne faut pas négliger tout ce que le recruteur peut vous donner dans une annonce. C'est très important de décrypter l'offre en détail, surtout au niveau des missions. Donc voilà, moi je pense que c'est un petit peu les pièges et souvent, nombreuses sont les personnes qui postulent à une offre uniquement en regardant l'intitulé du poste et ne font pas assez attention aux critères recherchés à l'intérieur de cette offre. Donc moi, voici l'analyse que je vous donne et les petits conseils, sur cette partie-là. Après, Cécile, Alfonso ou Kanto, je ne sais pas si vous avez des éléments à rajouter par rapport aux offres de poste. Quels sont, les éléments sur lesquels, pour vous, il faut, plus se focus? Comment mieux décrypter une offre avant tout? Est-ce que vous avez des petits conseils, Alfonso, par exemple? Alors, c'est vrai que chercher, candidater, chercher une offre, un poste, c'est pas évident parce que déjà, la plupart, en tout cas dans la finance, les ressources humaines d'une banque à l'autre n'ont pas les mêmes choses. Il y en a qui ont des tests, d'autres qui font pas de tests, d'autres qui privilégient les oraux, d'autres qui ont des CV. Bon, je pense que maintenant, dans la plupart des écoles, en tout cas, moi, je vais vous parler de Financia. Nous, on ne laisse jamais un étudiant candidater. On laisse jamais un étudiant candidater seul. Donc, c'est d'abord, en fait, tout un travail. Nous, c'est vrai qu'on a une équipe assez complète de relations entreprises, d'anciennes personnes qui ont travaillé dans la finance ou qui ont travaillé dans les ressources humaines. Et donc, on va préparer nos candidats. Voilà. Et donc, on va préparer nos candidats en fonction des établissements ou des annonces qu'ils ont pu trouver ou des annonces qu'on a pu, entre autres, les fournir. Donc là, il y a tout un travail de expliquer son CV, comment se présenter. Donc, ça traverse, je dirais, assez large. Le point sur les annonces, alors c'est vrai qu'elles sont multiples et variées. Vous pouvez en voir énormément. Dans l'alternance, il y en a de plus en plus. Je dirais naturellement, je vous invite à la lire de manière très détaillée pour bien comprendre le métier, qu'il n'y ait pas d'erreur, entre autres. Sur ce point-là, et je reviens un petit peu à ce que je disais au début, n'hésitez pas, dans la plupart des écoles, comme nous, Financia, on a des alumni qui sont dans quasiment, que ce soit salle de marché ou l'asset management, on a des étudiants, des anciens qui sont quasiment dans tous les postes, donc n'hésitez pas, une fois que vous avez décortiqué l'offre, à éventuellement contacter un alumni pour avoir plus d'informations. Voilà, discuter avec vos relations entreprises qui généralement connaissent, je dirais, très bien les postes dans lesquels peut-être que déjà l'annonce était là l'année dernière, puisque l'alternance, il y a un renouvellement, hein, c'est des contrats de 2 ans, donc les annonces reviennent, donc voir un petit peu la connaissance des experts dans l'école, je dirais, qui sont là pour vous guider. Et je dirais, le dernier point, ce qui est très important, c'est de bien connaître l'entreprise à laquelle vous postulez. Voilà. Donc, elles sont multiples et variées dans la finance.
puisqu'entre un broker, une banque, l'asset management, il y a vraiment des différences notoires. Donc, c'est important de connaître exactement leur métier, leurs encours, à qui ils s'adressent, quel type de finances ils font. Ça, c'est vraiment des points très importants parce qu'ils seront sûrement vus dans les questions d'entretien. Elles sont souvent, entre autres, éliminatoires. Mais le fait de bien connaître aussi les entreprises, c'est une façon aussi pour les jeunes d'apprendre, voilà, d'apprendre les différents métiers et les différentes possibilités, parce qu'il y a beaucoup d'innovations sur ce secteur de la finance. Et donc, c'est certain qu'une société dans l'asset management, d'une à l'autre, on peut voir des choses excessivement variées. Et donc, mon conseil, c'est de travailler, de regarder les annonces, de les décortiquer, d'aller voir les employeurs, voilà, et les travailler avec les relations d'entreprise de vos écoles universités. Pour ma part, merci beaucoup Alfonso pour tous ces éléments. Pour ma part, j'insisterai sur la nécessité d'exploiter en fait la mine d'informations qui est une annonce, parce qu'une entreprise, si elle écrit une annonce, c'est pas par hasard. Et donc, elle va essayer à travers cette annonce de faire comprendre aux potentiels candidats ce qu'elle recherche. Et en même temps, c'est compliqué aussi pour l'entreprise de définir en quelques mots qui elle recherche, parce qu'il y a souvent une complexité, plusieurs aspects techniques, de compétences, mais aussi comportementales, et puis des choses qui doivent être aussi en phase avec la culture, l'état d'esprit de l'équipe ou de l'entité dans laquelle on est. Donc moi, un exercice que je recommande pour bien postuler, c'est de prendre vraiment une annonce et de la lire phrase par phrase et de se préparer et de réfléchir à quels arguments on a pour apporter une réponse, pour montrer qu'on est en phase, en connexion avec ce qui est mis en avant dans cette annonce. Dans une annonce, souvent, une entreprise, elle parle un peu d'elle, de sa vision, de ses objectifs, elle se présente un peu sur son marché, et puis ensuite, elle va donner un peu le contexte de la mission, et enfin, elle va précisément nommer des missions, des sous-missions, des priorités, des choses qu'elle attend, des compétences dont elle a besoin, et puis un profil qu'elle imagine être normalement, on va dire, la famille de profils dans lesquels elle pense qu'elle risque de trouver la personne. Donc là, il faut aussi penser que tout ça est fait pour donner des guides, mais si vous pensez matcher avec ça, cette annonce, même si vous n'êtes pas dans la liste des profils privilégiés, tentez quand même votre chance. Mais là, battez-vous et montrez le lien que vous avez avec cette offre. Donc, ne prenez pas les choses au pied de la lettre. Et en même temps, faites vraiment ce travail d'expliquer, de connecter et de voir ce que vous pouvez mettre en face de chaque élément de l'annonce pour convaincre. Parce que c'est justement, plus vous ferez l'effort de comprendre ce que votre interlocuteur, à travers cette annonce, attend, plus vous serez, ça vous nourrira, ça vous donnera beaucoup d'infos, que de réfléchir à cela, comme l'a dit Alfonso, mais ça vous permettra aussi d'être meilleur, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui sont une chance, une opportunité dingue, comme LinkedIn. Vous pouvez très rapidement répondre à des offres, mais c'est aussi un peu un ennemi, parce que si vous le faites trop vite, trop mal, sans personnalisation, ce que font beaucoup de candidats, faut pas considérer que c'est vraiment une candidature. Si vous n'adaptez pas vraiment le discours et votre argumentaire à la personne et à ses besoins. Donc, faites un effort dans vos candidatures. Ça, c'est aussi ma recommandation. Il y a tellement, moi, je parle de mon expérience, il est tellement rare, je n'exagère pas, il est tellement rare d'avoir une vraie candidature, c'est-à-dire une candidature qui montre un effort et qui montre que, oui, cette personne, elle a vraiment postulé pour mon offre. Il y a tellement d'offres que l'on sent d'être complètement standard et complètement fake, dans le sens où on a des formules toutes faites et on ne montre pas du tout à l'interlocuteur qu'on s'intéresse vraiment à son entité, à son équipe, que si vous faites un tout petit effort dans ce sens, déjà, vous éliminez 70% de la concurrence, voire même bien plus dans certains cas. Donc, faites cet effort sur les offres. C'est pour ça qu'on a voulu aussi insister sur ce point à travers et en mettant la lumière sur cette question
questions parce que c'est vraiment un élément de succès ou d'échec. Et souvent, les étudiants disent oui, ça marche pas, j'ai pas de contact, j'ai pas de réseau, je trouverai pas. Mais dès que vous faites un petit effort, même si vous n'avez pas le coup de pouce externe ou en interne dans l'entreprise, et ben vous faites remarquer. Parce que peu de gens font cette démarche. Je pense que ça prend du temps et parce que c'est un signe d'effort. Mais c'est vraiment une preuve de motivation. Voilà, moi, ce que j'avais à dire sur ce point-là. Parfait. Merci beaucoup, Cécile. Donc, nous allons pouvoir passer à la prochaine question. Du coup, on sait tous que la recherche de stage, ça fait peur, hein. Quand on est étudiant, on ne sait pas par quel bout commencer au final, hein. Et souvent, on se dit que sans contact, ça ne marchera pas notre recherche. Donc, moi, ce que je veux dire là-dessus, c'est du coup, vous êtes souvent défaitistes et souvent vous laissez un petit peu tomber. Et en fait, ce qu'il faut, c'est être combatif et avoir un esprit gagnant lors de ce type de situation, hein. Chercher un stage, c'est quand même un long processus, mais au final, ça sera enrichissant pour vous. Donc, justement, moi, ce que je veux aborder là-dessus, c'est quels conseils aujourd'hui on peut vous donner pour rendre ce chemin riche, formateur et efficace. Du coup, il y a quelques conseils qui vont aussi sûrement être valables pour la recherche d'alternance, hein, pas que pour la recherche de stage. Donc, qu'est-ce qu'on peut aborder de particulier sur la recherche dans le domaine de la finance? Moi, je vais demander à Alfonso en premier lieu, qu'est-ce que tu peux nous dire sur tous ces éléments-là, sur comment avoir un mental de winner, comment faire même si on n'a pas de contact pour trouver le stage ou l'alternance? Alors, c'est vrai qu'on parle énormément de contact parce que, entre autres, on pense à l'ancien piston. Voilà, on connaissait quelqu'un et donc on avait une place. Bon, ça, c'est des choses qui disparaissent de plus en plus. Il y a même des obligations dans énormément de banques de diffuser les annonces, voilà, de manière assez égalitaire entre les différentes écoles, qu'il n'y ait pas trop de privilèges non plus. Donc, tout le monde, je dirais, si on a un programme cohérent, un CV cohérent, on a sa chance. Alors, souvent, on a une démotivation parce qu'on ne connaît pas un petit peu le mode de fonctionnement. Donc, on a des candidats qui vont des fois envoyer 100 lettres, 100 mails ou 200 mails, 200 candidatures et ne pas avoir de réponse. Alors, souvent, il n'y a pas de réponse parce que les groupes de RH traitent en réalité au même moment. C'est-à-dire qu'ils vont mettre l'annonce, ils savent qu'ils ont ce besoin-là et donc vont peut-être mettre 3 mois, 4 mois à récolter les CV qui les intéressent. Voilà. Et souvent, énormément d'établissements fonctionnent de la même manière. Donc, du coup, c'est vrai qu'après avoir envoyé 100 ou 200 candidatures, vous n'avez eu aucun retour ou quelques retours négatifs, c'est ultra démotivant. Donc, il faut rester excessivement motivé sur ce point-là. Et je peux vous raconter une petite anecdote. Un exemple d'un de nos étudiants. J'ai nos étudiants qui avaient un très beau parcours, qui avaient déjà des bonnes expériences. Et donc, il me dit voilà, qu'il va abandonner parce qu'il a envoyé 150 candidatures et qu'il a eu quelques refus, mais même pas de rendez-vous. Voilà. Et donc, il est excessivement stressé. Et donc, surtout, il pense peut-être qu'il n'est pas bon, surtout qu'il a d'autres collègues qui ont trouvé, pas lui. Voilà, et donc même pas de convocation. Bon. J'ai convaincu de continuer encore pendant un mois, de chercher. Voilà. Et un mois plus tard, donc, il me demande à me parler et il m'explique qu'il est excessivement stressé. Alors, je me dis, bon, il n'a pas dû trouver. Non, pas du tout. Il est excessivement stressé parce qu'au même temps, quasiment au même jour, il a eu 3 offres favorables d'alternance à très haut niveau. Et donc, son stress, après, c'était pas laquelle, entre autres, choisir. Donc, on est passé d'un cas extrême de quelqu'un, effectivement, qui se dévalorisait un petit peu. Il s'est dit, bon, c'est pas pour moi, j'ai échoué. Voilà. À j'ai trop d'offres. Comment je fais maintenant pour sélectionner? Qu'est-ce qui se passe si je prends, entre autres, la mauvaise? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, il faut prendre en compte ce type de traitement. Donc, elles vont traiter au même moment. Voilà, elles vont les garder en stock pendant une période.
et ensuite, elles vont convoquer, je dirais, les étudiants. Naturellement, comme ça prend un certain délai, certains d'entre eux ont déjà peut-être trouvé. Donc, dans les convocations, c'est pour ça que ça prend pas mal de temps, ils convoquent pas mal de mains. Certains ne viendront pas à leur convocation parce qu'ils sont déjà donnés, entre autres, un accord à une autre entreprise. Et c'est vrai que c'est mieux quand même, une fois qu'on a donné son accord, ne pas revenir sur celui-là, même si jamais c'est faisable, si vous trouviez l'alternance. Nous, chez Financière, lorsqu'un étudiant décide d'aller sur une alternance qui trouve mieux lui correspondre, en tout cas, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne l'entreprise en lui proposant des CV justement d'étudiants qui n'ont pas encore trouvé. Donc, il faut vraiment que votre recherche soit accompagnée et au cœur, entre autres, de votre école, si elle fait en tout cas, je dirais, cet accompagnement. Et puis ensuite, plus le temps avance, plus finalement les réponses elles sont rapides. Pourquoi? Parce qu'en fait, des ressources humaines, ils ont besoin de quantifier les besoins d'étudiants. Donc, ils savent à peu près ce qu'ils ont fait l'année passée. Néanmoins, il peut y avoir des nouveaux postes, des nouveaux besoins, il peut y avoir des départements dans lesquels il y a une croissance, voilà, des gens qui sont partis, des gens qui reviennent, des accidents de la vie. Et ça, on le sait vers la fin. Et donc, à la fin, souvent, il est possible qu'on se dise, bon, bah, finalement, il nous manque 5 alternants en plus, 10 alternants en plus. Là, c'est certain que ces candidatures ne vont pas prendre des mois. Ça va être, en fait, assez rapide. Et puis, pour ceux qui sont très motivés, j'invite aussi des accidents de parcours, dans le sens que vous arrivez, vous commencez votre alternance, et puis finalement, ça ne vous convient pas. À vous ou à l'entreprise, vous décidez une rupture. Bah, tout ça, c'est une annonce qui arrive sur le mois de septembre. Et donc, il faut savoir qu'on arrive à placer sur des très beaux postes pas mal de gens, même septembre et octobre. On a, pour tout vous dire, une fois que les cours commencent, on a 3 mois, entre autres encore de délai de recherche. Moi, ce que je vois, le constat, c'est que quand on est ultra motivé, même si c'est peut-être un peu tard, c'est dans les 3 derniers mois, on trouve l'alternance. C'est très, très rare que n'arrive pas. Maintenant, c'est difficile. Il y a beaucoup de candidats et ça prend énormément de temps, beaucoup de CV, beaucoup de stress à avoir. Mais pour vous dire, je n'ai pas le souvenir d'avoir un super candidat, entre autres, qui n'est pas trouvé. Pourquoi? Parce que, imaginons que vous commenciez votre formation et que vous n'avez pas encore trouvé, en tout cas chez Financière, on accorde un délai de 3 mois après le début de la formation. Si on est un bon candidat, en règle générale, les professeurs, comme ce sont des professionnels, c'est eux qui vont vous donner le petit coup de pouce pour trouver le bon contact, le CV, la bonne adresse du bon RH pour pouvoir passer les entretiens. Et en règle générale, dans ces 3 mois, tous les candidats qui sont motivés, qui arrivent à l'heure, qui délivrent, qui montrent l'intérêt du travail, trouvent généralement leur alternance. Avec du stress, ça c'est certain, on ne peut pas le nier. Voilà. Quand vous enquêtez auprès des étudiants, vous avez des étudiants qui vont vous dire, moi j'ai envoyé un CV, j'ai trouvé en 48 heures, c'est incroyable. Ça peut aussi arriver, mais la plupart, c'est quand même des mois de recherche, c'est de nombreux entretiens. Et donc, il y a un stress qui est là. Mais vous savez, dans la finance, on manipule des chiffres et ça crée un stress. Donc, il faut s'habituer à ce stress-là et on n'a pas rien sur rien. Cette grande alternance en finance, elle doit se mériter. Donc, automatiquement, il y a du stress, mais ça fait partie de l'apprentissage. Est-ce que, Kanto, tu as quelque chose à partager? C'est vrai qu'on est un peu en retard par rapport à nos questions. Donc, on va essayer d'accélérer un petit peu. Si, Kanto, tu as une petite remarque pour compléter, n'hésite pas. Franchement, j'ai très peu de choses à rajouter après Afonso, mais si je devais dire 2-3 mots, c'est oui, la recherche active, c'est important. Il ne faut pas se limiter à une plateforme ou uniquement aux plateformes en ligne. Il faut vraiment aller contacter les gens sur LinkedIn, aller à des événements particuliers. Je sais qu'il existe de nombreux événements pour la recherche de stages et d'alternance en finance. Il faut participer à des salons, des conférences. Par exemple, je sais que Doc Finance notamment font très souvent ce type d'événements, ce qui peut Tout à fait. Franchement, les opportunités, elles sont partout, donc il ne faut pas vous limiter, il faut surtout persévérer. Et après, mon deuxième conseil, ça concerne plus le développement de réseau. Il ne faut pas avoir peur d'aller établir des contacts en allant aux événements. Il ne faut pas hésiter à poser vos questions aux professionnels de la finance en fonction de ce qui vous intéresse, ce que vous recherchez.
prenez le temps de bien rédiger votre question et posez vos questions. Contactez les personnes sur LinkedIn, les étudiants notamment, qui ont un poste d'alternance qui pourrait potentiellement vous intéresser par la suite. On ne sait pas de quoi demain est fait. Peut-être que la personne pourra vous dire moi, je termine mon alternance cette année. Peut-être qu'il cherche un remplacement pour me remplacer à la fin de l'année. Et donc, voilà ce que j'aimerais juste rajouter. Non, mais tout à fait. Je rejoins tout à fait ce que tu dis et ce que disait Alfonso. Il ne faut pas partir pour courir un 100 mètres. Il faut se préparer. C'est un marathon. Et donc, il faut être dans cet état d'esprit. Et il ne faut pas se contenter de répondre aux annonces mécaniquement, mais il faut aller au contact des gens, quelle que soit la façon de le faire. Il faut diversifier, il ne faut pas centrer que sur les mêmes entreprises ou les très gros groupes. Il y a aussi des entités plus moyennes qui peuvent être quand même des grosses PME qui ont plus de mal parce qu'elles ont à recruter, parce qu'elles ont moins de visibilité immédiate et parce que leur nom ne va pas vous parler spontanément, mais les missions sont tout aussi passionnantes. Et donc, il faut oser aussi faire des candidatures vers des entités un petit peu différentes. Et enfin, souvent, on se dit, voilà, j'ai pas de réseau, j'ai pas de contact, mais oui, on a forcément un peu de famille, un voisin, un papa, une maman dont on a gardé les enfants en faisant du babysitting, un ancien prof de lycée, enfin, des réseaux il faut parler en fait de votre recherche au maximum autour de vous. Et j'ai vu plein de fois des cas où, voilà, une étudiante, je lui avais dit ça, elle dit, tiens, je vais en parler au papa des enfants que je garde, je le vois pas souvent, mais je vais essayer de lui parler, il est directeur marketing quelque part, et puis comme ça, elle a trouvé. Voilà, c'est tout bête, hein, et c'était juste à côté d'elle, mais il suffisait d'en parler. Mais souvent, on cloisonne les choses, on dit, là, c'est ma famille, là, c'est mon job, là, c'est mes amis, mais il faut en parler, c'est pas négatif que de le faire, c'est constructif. Et ça nous nourrit aussi, comme on le disait, c'est toutes ces démarches-là qui vont nous permettre d'apprendre beaucoup de choses et de mieux comprendre ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, et d'être beaucoup plus convaincant parce que quand en face de vous, quand vous serez en face d'un recruteur et qu'il aura compris que vous avez fait tout ce chemin-là, vous donnerez une image beaucoup plus mature, beaucoup plus sérieuse, vous donnerez confiance, vous inspirerez confiance. Et c'est ça aussi qui marche. Alors, la question suivante, elle porte sur les candidatures, sur les CV, les entretiens. C'est des questions que l'on a souvent. On l'a vu déjà au fur et à mesure de ce live. On a déjà donné pas mal d'éléments. Alfonso a parlé de l'importance de LinkedIn. On a parlé de l'importance des entretiens et de comment se préparer à répondre à un entretien en faisant attention à l'annonce. Tout ça va déjà dans ce sens. Comme on est en retard, on va essayer de faire vite. On pourra vous partager des liens vers des choses que l'on a déjà enregistrées sur comment se préparer, comment faire ses CV. Ça sera beaucoup plus complet. Mais peut-être, Florence, si tu as quelques conseils qui t'émanent comme ça, de petites remarques de recruteurs pour compléter un peu l'alerte que l'on fait sur ces questions de candidature. Bien sûr. Du coup, toi, tu parles beaucoup plus de l'accès candidature que entretien. C'est plutôt ça? Eh bien, les deux, parce que finalement, l'entretien, c'est un outil, c'est un moment de la candidature, c'est une étape. Le CV est un outil, LinkedIn aussi, il y en a d'autres. Donc voilà, c'est vraiment par rapport à… Là, sur les questions qui nous ont été posées par les étudiants, on avait des questions qui portaient sur le CV, sur les entretiens, donc on les a un peu groupées sur le même chapeau. Ok, très bien. Sur le CV, moi, ce que je recommande le plus, c'est, moi, je trouve que déjà, ça sert à rien de beaucoup détailler ses missions. Il faut mettre les missions les plus importantes et bien sûr, le titre de l'offre. Le but, c'est d'intriguer le recruteur avant tout. Il faut qu'il ait envie d'en découvrir plus. Si vous mettez tout sur le CV, au bout d'un moment, il ne se dira même pas, bon, est-ce que je vais le rencontrer pour fouiller un peu plus? Donc ça, je sais que c'est quelque chose de très important. En fait, le but du CV, c'est de séduire et il faut donner envie à la personne de vous rencontrer pour en savoir plus sur vous. Donc voilà, il faut mettre des éléments dans le CV, mais pas tout dévoiler sur votre CV.
Et ensuite, ne pas oublier aussi de mettre des éléments qui peuvent donner une accroche avec une personne. Souvent, il y a plein de personnes qui oublient de mettre leur hobby ou leur passion. Ça peut être aussi des éléments déclencheurs lors d'un entretien avec un recruteur, d'échanger aussi sur ce type de choses. Donc pour moi, sur les CV, c'est les 2 éléments et ensuite en entretien, je pense que c'est un conseil que vous avez déjà dû entendre, mais je vais le redire. Il y a beaucoup de recruteurs qui disent que souvent, ils reçoivent des gens en entretien, que ce soit en stage ou en alternance, qui ne se sont pas réellement renseignés sur l'entreprise avant de venir. Ce qui est important, c'est de se renseigner sur l'entreprise, de montrer que pour vous, cette entreprise vous intéresse réellement et ensuite bien relire la fiche de poste et préparer ces questions en amont sur, des missions, par exemple, que vous n'avez jamais pratiquées ou sur lesquelles vous ne savez pas de quoi il s'agit. N'hésitez pas à poser ces questions-là, ça montrera votre motivation et que vous vous intéressez réellement à l'entreprise et au poste, sur lequel vous postulez. Voilà mes petits conseils. Kanto, toi qui qui est passé par ces étapes-là encore récemment, qu'est-ce que tu peux partager? Moi, j'aimerais juste partager mon expérience en disant que les entretiens ne sont pas uniquement faits pour vous faire recruter, entre guillemets. C'est aussi une occasion de démontrer votre valeur aux recruteurs, de vendre votre profil. C'est-à-dire qu'il faut que vous aussi, vous vous y voyez au sein de cette future équipe, au sein de ce futur poste. D'où l'importance de poser vraiment des questions lors des entretiens. Ok, il vous faut absolument ce stage ou une alternance, etc. Mais n'oubliez pas que vous aussi, il faut que vous vous sentez bien. Finalement, c'est très important parce que vous allez passer quand même un certain temps avec cette entreprise, un certain temps avec cette équipe. Donc moi, si j'avais une anecdote, par exemple, j'avais passé un entretien avec une entreprise, ça s'est bien passé, etc. Mais à la fin de l'entretien, le recruteur m'a clairement dit, bon, par contre, les alternants, il faut savoir qu'ils ne sont pas là pour faire les photocopies et les cafés chez nous, quoi. Donc je me suis dit, ah, d'accord, oui, enfin, j'étais au courant, merci. Mais au final, heureusement qu'il m'a dit ça, enfin, qu'il a montré une personnalité que j'avais pas totalement vue au début lors de notre entretien. Et au final, j'ai refusé le poste. Et aujourd'hui, je suis bien contente d'être dans cette équipe qui est très bienveillante et tout se passe très, très bien. Donc voilà, c'est un conseil quand même que j'aimerais donner et partager aux étudiants. Merci. Alfonso, quelque chose à rajouter avant qu'on passe à la dernière question? Je dirais un petit peu sur le conseil. C'est vrai que moi, mon conseil serait de ne pas se précipiter sur la première offre. Hein. Il y a toujours un délai. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure, on parlait un petit peu de situation de stress, la recherche d'alternance ou même de stage. Et donc, des fois, on se dit, bon, bah, j'en ai une, je vais y aller. Comme je répète, souvent, on a fait plusieurs offres, les temps de délai sont un peu longs. Donc, je pense qu'effectivement, bah, comme a fait Conto, ça vaut le coup, je dirais, de réfléchir, de voir un petit peu les autres offres possibles. Et il est certain que si vous avez si vous avez suivi tous nos conseils de Doc Finance et des Universal sur la recherche d'alternance, c'est certain que vous aurez plusieurs offres. Ça, c'est une certitude. Et donc, moi, mon conseil, c'est de ne pas se précipiter sur la première. Effectivement, on se dit, bon, bah, au moins j'en ai une, et de bien regarder à 360 degrés le panorama, je dirais, des possibilités. Ce n'est pas automatiquement la première qui est du coup celle qui vous correspond le mieux. Donc, même si on est en stress, on garde son self-control, on patiente, on réfléchit, on enquête, entre autres, on se renseigne pour, bah, comme Conto, bah, avoir une alternance où on est totalement satisfaite. Ça, c'est vraiment très important parce que c'est vrai que quel que soit le programme qu'on fait, si on a choisi une bonne université ou une très bonne école, si malheureusement le choix de l'alternance n'est pas bon, ça gâche un petit peu, l'expérience. Et le succès, en réalité, c'est l'alchimie entre les deux. Voilà, une très bonne alternance et une très bonne formation, ça emmène automatiquement à l'employabilité dans le secteur dans lequel on veut travailler. Voilà. Donc, il faut être patient. Voilà. C'est ça. Et puis, bien sûr, c'est l'intérêt de chaque partie, que vous soyez au bon endroit, un endroit qui vous correspond. Une entreprise, si elle essaie de mettre autant de soins
à recruter quand elle recrute un alternant et même un stagiaire, c'est parce que pour elle, l'intérêt, c'est que ça marche, ça se passe bien et ça entraîne énormément de complications de gérer une situation où ça va pas bien pour différentes raisons, soit parce que vous, en termes de culture, d'état d'esprit, vous n'êtes pas au bon endroit, soit parce qu'il vous manque certaines compétences qui vous mettent mal à l'aise et qui du coup compliquent le fait que ça se passe bien, etc., etc. Donc, c'est vrai que plus vous aurez la possibilité de comprendre où vous allez, d'où, comme disait Canto, l'importance de poser les questions, de vous en poser avant de candidater, mais d'en poser jusqu'au dernier moment, plus vous aurez cette capacité à comprendre où vous allez, ce que l'on attend de vous, et à démontrer aussi et à parler avec sincérité de qui vous êtes, de ce que vous attendez de cette alternance, de vos points forts, des contextes dans lesquels vous épanouissez, des contextes dans lesquels vous donnez le meilleur de vous-même. Eh bien, c'est comme ça qu'en face aussi, un recruteur va se dire « Ah, ok », et va peut-être se dire « Ah ben tiens, finalement, ça va être un peu compliqué, mais pourra peut-être vous aiguiller vers autre chose. » Et cet échange-là, finalement, même si vous n'êtes pas accepté, sera intéressant. Alors, pour finir, on a dépassé le temps prévu, mais on va parcourir les 6 questions qu'on avait prévues quand même. Donc, vous l'aurez compris, ce qui mène au succès, c'est toute une série d'éléments, mais c'est surtout votre capacité à vous impliquer dans les choses, parce que si vous vous y mettez vous-même, eh bien, vous ne pourrez pas aller à l'échec, ne serait-ce que parce que le chemin sera de lui-même un succès, parce que très formateur et enrichissant. Et il ne faut pas, deuxième point important, se dire que, comme je le disais tout à l'heure, on se met à courir et puis il faut qu'on atteigne la ligne d'arrivée au bout de quelques jours ou quelques semaines. Ça peut être beaucoup plus long que ça. Et il ne faut pas enclencher des démarches avec une logique court-termiste, c'est-à-dire en se disant je fais ça maintenant, je donne tout maintenant et puis il faut que ce soit résolu dans un temps que je me donne. Non, parce que les efforts que l'on va faire aujourd'hui, peut-être que Canto, elle a rencontré des gens dans son parcours, peut-être l'entreprise qu'elle n'a pas rejointe, elle va avoir un contact ou une idée ou quelque chose qui va l'aider pour une prochaine candidature après. Et ça, on ne peut pas le savoir. Donc, il ne faut pas être, on va dire, dans le calcul court-termiste de ces efforts. Il faut se dire que tous les efforts que l'on déploie vont apporter quelque chose et on ne peut pas savoir exactement quand. Et c'est pour ça que il faut vous mettre dans cette dynamique. C'est ça aussi la clé du succès et c'est ce qui vous met aussi dans une logique professionnelle, qui vous fait gagner en maturité, qui vous fait sortir d'une condition étudiante et d'une vision très étudiante et académique des choses. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le mettre en œuvre. Autour, il y a des acteurs comme Doc Finance, comme les services des écoles, des universités, les services entreprises, comme des associations, des étudiants eux-mêmes, des anciens, nous et d'Universal avec les classements, les différents outils. Donc, il faut aller chercher ces outils-là et les mettre en œuvre pour vous. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. On ne va pas le faire à votre place. Et nous, on voulait finir par justement des conseils clés. Justement, on en a déjà parlé, mais des choses qu'on vous conseille de faire pour vous mettre en œuvre, ça. Et le point sur lequel on était tous d'accord et on voulait insister, c'est l'importance de la rencontre, l'importance de l'échange avec l'autre. On est dans un monde où le digital prend énormément de place et il y a beaucoup de choses magnifique grâce à ça parce que on peut se parler aujourd'hui, on peut découvrir plein de choses, on peut découvrir des métiers, on peut aller écouter des vidéos, on a une mine d'informations, une mine de matière à aller exploiter, mais il faut on est humain, il faut processer cette info, il faut l'ancrer et c'est par l'échange, par l'écoute, le partage d'expériences que ça se consolidifie, qu'on arrive à en faire quelque chose. Donc comme les écoles, Alfonso en parlait, proposent des masterclass, propose des soirées portes ouvertes. Vous pourrez découvrir ça sur le site de Financia et de bien d'autres écoles et universités. Allez à ces événements. Comme vous avez des associations étudiantes qui proposent aussi des choses dans ce sens, comme vous avez des événements de Doc Finance,
on vous encourage à vous mettre un peu de temps dans votre agenda pour ces rencontres-là. Et vous allez, à chaque rencontre, vous allez, voilà, c'est quelque chose qui booste, c'est quelque chose qui donne confiance en soi, c'est quelque chose qui permet de retrouver de l'énergie pour continuer le chemin. Et c'est aussi ce sur quoi on voulait insister. Donc, pour ma part, les prochains rendez-vous que je vous donne, c'est d'autres lives que l'on fera dans les prochaines semaines et mois, puisqu'on est en plein la saison des masters et on a décidé cette année d'Universal de vous aider encore mieux, pas uniquement à travers nos classements et notre gros salon du 2 mars, mais à travers d'autres moments en ligne. Et puis, bien sûr, on vous invite à nous rejoindre le 2 mars, donc au salon dont j'ai parlé au début, qui va se passer toute la journée à l'espace Charenton, à Paris 12e, dans le cadre duquel vraiment par exemple, cette année, on a créé un nouvel espace, c'est le Hub étudiant. C'est un espace où vous allez être qu'entre étudiants, des étudiants actuellement en master, des étudiants comme vous qui cherchent à rentrer en master ou qui cherchent une alternance. Et vous allez pouvoir vous parler en dehors des stands des écoles et des universités, vous parler entre vous, voilà, vous poser tranquillement parce qu'on sait que c'est décisif et c'est aussi ce dont vous avez besoin. Donc, je vais donner la parole pour finir à chacun de nos invités qui va vous partager son petit dernier conseil et ses recommandations pour enclencher la prochaine étape. Florence? Oui, bien sûr, je peux commencer. Alors, Cécile, vous parlez de moments d'échange et de rencontres. Donc, moi, ce dont je voulais vous parler, c'est que DocFinance, on est un site, un réseau social de recrutement en finance. Donc, on a bien sûr nos offres d'emploi sur la plateforme sur lesquelles vous pouvez bien sûr candidater pour trouver un stage et une alternance. Il y a une autre section qui peut vous intéresser, c'est aussi la partie réseau. Vous pouvez échanger avec des gens qui font potentiellement le métier que vous souhaitez faire plus tard, qui sont dans une entreprise qui vous intéresse énormément. Donc, vous pouvez rentrer en contact avec ces personnes-là et leur poser des questions, demander des conseils. Mais en plus de ça, moi, ce que je vous propose aujourd'hui pour avoir un vrai contact avec les recruteurs et échanger, ce sont les soirées du coup DocFinance. Donc, on a la prochaine le 8 février. Donc, celle-ci, elle est sur les fonctions commerciales en banque et assurance. Après, on en a tout au long de l'année 2024, bien sûr. Donc, je vous laisserai aller vous renseigner directement sur le site DocFinance pour voir les prochains événements de DocFinance Connect. Voilà, et soyez curieux, allez découvrir, justement, c'est des opportunités de découvrir des métiers que vous connaissez mal. Aller à une soirée comme ça ne veut pas dire avoir déjà choisi de travailler définitivement là-dedans, mais c'est aussi moyen de comprendre un peu mieux les métiers qu'il y a derrière. Tout à fait. Alfonso, je ne sais pas si tu as des éléments. Une recommandation? Je dirais, bon, pour la recommandation, c'est vrai que, bon, pour ce qui est de ma part, on a quand même vu pas mal, je dirais, pas mal d'aspects. Donc, je pourrais souligner. Mais par exemple, peut-être la prochaine soirée porte ouverte ou la prochaine masterclass Financia, Oui. on est vraiment sur les recommandations d'une action concrète de rencontre à faire dans les prochains jours ou semaines. Oui, où on a raison, c'est qu'aujourd'hui, bon, la problématique, c'est qu'il y a un petit peu une emprise sur le digital. Et donc, c'est vrai que beaucoup de formations ont des très beaux sites Internet. Bref, il y a beaucoup d'informations. Et moi, ce que je vous invite souvent, c'est à les vérifier. Voilà. Et pour les vérifier, il faut se déplacer, entre autres physiquement. On va passer sûrement 2 ans dans cette formation. Et moi, en tout cas, le conseil, c'est de vous déplacer. Il y a des journées portes ouvertes, il y a des soirées portes ouvertes, vraiment physiquement. Voilà, dans chez Financière, on a même des journées portes ouvertes sur la métaverse. Donc, pour vous dire comment le digital prend. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. De venir rencontrer, si c'est possible, les directeurs, en tout cas les professeurs des programmes, discuter surtout avec les alumni. Ça, c'est un élément qui est important. Voilà, parce que sur un site internet, on peut tous être très beau, on peut écrire ce qu'on souhaite. Voilà, mais je pense qu'on est quand même dans la formation, c'est la transmission, entre autres, du savoir. Et donc, un acte présentiel me paraît très important. Et c'est là qu'on peut avoir énormément d'informations. Naturellement, je sais que ça soit financière ou les autres formations de finance sont entre autres dans les salons DocFinance. On est aussi dans les salons entre autres Universal.
qui est au mois de mars cette année. Donc, c'est ça, le 2. Voilà, parce que nous, on recrute énormément d'étudiants, entre autres, dans ce salon. Parce que, déjà, c'est un des salons qui est très spécialisé, entre autres, sur les masters, je dirais, première et deuxième année. Donc, c'est excessivement ciblé. Et puis, il n'y a que des formations classées. Voilà. Donc, je dirais qu'il y a déjà une première sélection en termes de qualité. Donc, je dirais, restez pas derrière votre écran. Allez voir les écoles, allez dans les différents salons spécialisés, rencontrer les gens, demandez à les rencontrer, parler avec les alumni, parler avec les professionnels. Je pense que c'est la meilleure chose pour avoir, je dirais, entre autres, une opinion du programme. Parce que souvent, on parle d'école, mais tous les programmes ne se valent pas non plus dans une école. Je veux dire, ils ne se valent pas, c'est-à-dire qu'ils amènent à d'autres objectifs, ils sont entre autres différents. Et donc, il ne faut pas se tromper. Et je dirais de faire une différence entre la marque de l'école globale, voilà, et le programme excessivement précis. On parlait tout à l'heure, par exemple, on a une particularité chez Financia, c'est vrai, on est reconnu par les métiers de la conformité, voilà, depuis de nombreuses années, et c'est un très gros succès. Donc, la conformité chez nous, ce n'est pas exactement ailleurs, et c'est pareil pour tous les autres programmes. Donc, allez vraiment chercher plus que l'école, réellement, le programme, c'est lui qui vous amène, je dirais, au métier. Merci Alfonso. Canto, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Personnellement, j'ai assisté il y a maintenant 2 ans avant de trouver mon master au salon des masters EdUniversal. Donc de 1, j'ai pu discuter avec plusieurs étudiants des écoles présentes dans le salon, ce qui était pour ma part vraiment enrichissant, comme l'a dit Alfonso. De 2, trouver les masters EdUniversal du classement EdUniversal qui pourraient potentiellement correspondre à mes attentes, mon profil, avec le stand donc EdUniversal Matching, dont Cécile a mentionné au début du live. Et de 3, à l'époque, j'étais à la recherche d'un stage de 2 mois. Donc, j'ai pu parler et transférer mon CV à une personne de chez Bloom Alternance qui était présente lors du salon des Masters EdUniversal. Et il m'a beaucoup aidé sur la manière d'agencer mon CV. Il a également transféré mon CV à plusieurs entreprises, etc., dont j'ai été rappelée. Et donc, vraiment, c'est un événement intéressant pour moi à ne pas rater le 2 mars, donc le salon des Masters EdUniversal. Voilà. Bon, ben merci Canto, ça fait plaisir d'entendre voilà, que ce qu'on a mis en œuvre a pu être utile et efficace et t'a guidé comme on essaie de le faire voilà, pour des millions d'étudiants dans le monde, puisque nos classements sont français, mais aussi dans le monde entier et sont utilisés partout et on en est très, très heureux. Et puis, ça nous donne une grosse responsabilité aussi, puisque voilà, on sait que vous appuyez vraiment dessus pour avancer et éclairer votre parcours. Ben, merci à tous. Si vous souhaitez, donc ce live a été donc enregistré, donc on pourra le partager si certains d'entre vous souhaitent revenir sur certaines séquences. On va aussi vous envoyer un mail à tous les participants avec un rappel vers certains contenus. On a parlé de certains ateliers en ligne qu'on avait déjà enregistrés, DocFinance ou EdUniversal, de certains outils que l'on vous recommande d'utiliser. Donc, on va vous préparer un petit contenu pour vous aider parce qu'on sait que vous avez aussi plein de choses à faire et voilà, on est là pour vous accompagner, pour vous pousser à aller vers l'étape suivante. Et n'hésitez pas à rester en contact avec nous. Je sais que déjà beaucoup d'entre vous sont inscrits aussi à notre salon, mais si ce n'est pas le cas, faites-le. Et puis, n'hésitez pas à rentrer en contact avec Florence ou avec Alfonso, avec moi-même. Si vous avez des questions, on vous partagera aussi les coordonnées, nos coordonnées ou celles de nos équipes pour garder le lien. On vous remercie pour le temps que vous avez passé avec nous. Et puis, n'hésitez pas à nous partager aussi vos impressions. Ça nous aidera à faire mieux la prochaine fois, répondre encore plus près, d'être au plus près de vos attentes et puis programmer aussi d'autres lives, peut-être sur d'autres thématiques plus pointues ou parallèles pour continuer à être présent à vos côtés. Bonne chance à tous dans vos démarches et dans vos réflexions. Vous avez vu que le chemin est long, mais il est aussi savoureux. En tout cas, il ne tient qu'à vous de le rendre intéressant et sympathique. Merci beaucoup, Canto, pour ton temps. Il est précieux. Tu l'as dit, tu as des semaines très chargées.
Merci beaucoup, Alfonso, pour tous ces conseils. Alfonso, on ne l'a pas dit, mais il est lui-même un expert du monde de la finance, un vrai professionnel de la finance depuis énormément d'années. Et donc, quand il vous parle, il n'a pas souligné, mais il a aussi dans son cerveau toute la partie expert financier. Et c'est aussi avec cet éclairage qu'il vous a répondu ce soir. Et merci Florence qui, elle, voit passer toute la journée des offres, des attentes, des recruteurs, des candidats et qui voilà, vous a partagé cela aussi avec tout cet éclairage. Merci Cécile. Merci à tous et à très bientôt.